Quand j'étais au Japon, j'ai été piégé. Un jour, c'était avec maître Iwami, l'ancien grand maître, et avec maître Imai, qui devait avoir dans les 87 ans, 8 ans à l'époque. Mon maître devait avoir dans les 55, 60. Et on part avec mon ami Ricard visiter. Je ne comprends pas grand-chose, je lui dis oui, puis j'y vais. Et en fait, on va voir le maître zen de mon maître. On rentre dans un magnifique temple, il venait d'être reconstruit. Je ne sais pas tous les combien, mais on reconstruit les temples. Parce qu'au Japon, de toute façon, les maisons qui sont en bois ne durent pas beaucoup à cause du climat, des insectes, plein de choses. Une maison, je crois, au bout de 20 ans, ne vaut plus rien. C'est le terrain qui vaut quelque chose. C'est un autre monde. Et donc, on s'assied, on nous sert le thé, les maîtres sont là, tout ça. Moi, je fais la potiche, comme ça, j'ai toujours bien droit, ne pas lâcher l'exigence. Et tout d'un coup, le maître, il s'adresse à moi, le maître zen. Et il me dit, comment comprenez-vous la force? En traduit en japonais, traduit, bien sûr. Et là, je suis bien embêté. Je n'ai pas fait ça devant tout le monde. Mais ça voulait dire ça. Je me suis dit, je fais des arts martiaux et j'ai jamais réfléchi, qu'est-ce que la force? Et on me regarde. Et là, alors, pas très sûr de moi, je dis la force, c'est la capacité d'agir au bon moment. Et après, ils font comme ça, et puis ils continuent de parler. Quelques jours après, dans le dojo de Maître Imai, il a un tableau comme ça, il prend sa craie et il trace le mot ki, énergie, et à côté, il trace l'idéogramme opportunité, moment juste, opportun. Et il dit, ça se prononce de la même manière. L'énergie ou la force se prononce de la même manière que le moment propice, le bon moment. Et ça, je l'avais appris dans les arts martiaux. Enfin, quand je faisais du combat au judo, je n'essayais pas de comprendre la technique de l'autre. C'était pas mon truc. Enfin, certains, aujourd'hui, dans les compétitions, ils analysent le jeu de l'autre. Et ils y trouvent une réponse. Ça n'a jamais été mon cas. Peut-être pour ça que je n'ai pas fait eu un énorme succès dans les compétitions. Mais ce qui m'intéressait, c'était le moment juste. Or, j'ai appris plus tard que le moment juste c'était une notion très importante en stratégie, notamment chez les Grecs, ils l'appellent kairos. Que dans un combat, il y a un moment juste, il ne faut pas le louper. Et dans ce moment-là, on peut retourner la bataille. C'est comme ça que, par exemple, Alexandre pouvait se battre, dans son armée pouvait se battre à 1 contre 20 et gagner. C'est possible, il l'a fait. 1 contre 20, il faut imaginer. Mais, ce n'est pas ce que j'ai compris non plus. C'est qu'à chaque moment, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas un moment dans le combat, c'est qu'à chaque moment, chaque unité de temps, chaque seconde, il y a quelque chose à faire. Et ce que j'essayais de faire, c'était de comprendre ce qui était bon dans ce moment-là. Et donc, tout le combat, je lisais, j'essayais de lire ce que nécessitait ce moment. Et bien sûr, je n'avais aucun regret, puisqu'il y avait toujours un nouveau moment. Le problème du moment opportun dans l'ensemble du combat, c'est que si vous l'avez loupé, vous n'avez plus qu'à pleurer. C'est fini. Mais pas pour moi. C'est peut-être pour ça que mon maître m'avait dit que j'étais quelqu'un de déterminé. C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Parce que je n'imagine pas qu'une fois passé le bon moment,
on dit, bon, ben, il n'y a plus rien à faire. Dans ce cas-là, on ne fait pas des arts martiaux. Ou on ne joue pas au rugby. Si on a la balle, on fonce. On ne va pas se dire, ça y est, on est derrière, on est battu par les poings. Non, il y a quelque chose à faire. Et ça, je l'ai appris. Donc j'ai une autre notion du temps. Et ce que j'appellerais presque l'être au temps. Hein, il y a Dogen, un célèbre moine zen et religieux, philosophe en même temps, qui avait parlé de l'être temps. Et après, ça a inspiré des philosophes en Occident, mais bon, c'est parfois pas un peu fumeux. Mais c'est très simple. Cherchez ce que vous demande le temps qui vient. Autrement dit, comme l'avait dit un maître chinois, laissez venir la lumière de l'instant qui vient. Chaque instant qui vient, on le voit comme opaque. On ne sait pas lire le futur. L'instant qui vient, il est opaque pour nous. Mais si on fait attention, une fois qu'on arrive à ce moment-là, on voit. Et ne pas s'y opposer. Donc, quand on combat, il faut savoir ne pas s'opposer à ce qui vient. Ne pas se désespérer, ni se révolter, mais chercher comment agir. Et donc, toutes ces notions-là, de rapport à l'autre, de comment voir l'autre, comment se représenter l'autre, notre relation, tout ça, par le corps, on peut s'en faire une idée. Et non pas de l'idée aller vers le corps. Les deux sont possibles. Certains sont très à l'aise de partir de l'idée et d'aller vers le corps. D'autres partent du corps pour aller vers l'idée. C'est ce que je dis. Les deux sont possibles, mais souvent on oublie que le corps peut être l'origine. Voilà. Je vous renvoie à les travaux que j'ai faits sur Internet, etc. Et notamment un texte très intéressant mais rendu avec Charles Malamud, qui était un ami de Jean-Pierre Vernant, qui avait écrit Mythes et pensées dans la Grèce ancienne. Il partait de la représentation mythique des dieux, tout ça, et comment ça avait organisé la pensée. Et Charles Malamud, lui, avait renversé la proposition, parce que lui, il étudiait à partir de l'Inde ancienne, et il avait fait l'hypothèse qu'en Inde, c'est pas comme ça qu'on faisait. On partait des gestes, du rituel, on partait des gestes, et on expliquait à partir des gestes des dieux leur épopée et toute la pensée. Donc, c'est comme un maçon, il va se représenter une idée du monde à partir de son travail. Un paysan va se représenter le monde à partir de son travail de paysan. Et il y a une compréhension à partir de son vécu direct, qui existe. Et c'est pour ça que ces deux gens-là, ils ont du mal, ce type de personnes ont du mal à dialoguer, parce qu'ils ne parlent pas tout à fait du même point de vue. Ils partent l'un de l'autre. Il y a des physiques qui s'expriment et qui peuvent s'exprimer valablement. Et il y a celui qui est cérébral, qui parle à l'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'un corps sans cerveau n'existe pas. C'est pour ça que les gens qui parlent du corps considèrent que l'activité cérébrale est une continuité du corps. Et en Asie, enfin pour certains schémas de pensée, représentations, l'intellect est un sixième sens, ce qui nous permet de sentir les objets intellectuels, comme les yeux nous permettent de sentir les objets visibles qui répondent à la lumière. Voilà. Donc c'est une autre représentation. Et c'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a cette continuité que, pour la paix intérieure, par exemple, on peut, en apaisant le corps, apaiser l'esprit, puisqu'il y a une continuité. Et d'ailleurs, il y a des disciplines où on apaise par le souffle, on apaise par l'immobilité, on apaise par plein de choses différentes. Il y a plein de méthodes.